bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les dernières nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie, le Centre du Québec et Lanaudière, tels que rapportés par les médias Le Val-Ouest, Radio Acton et CFNJ. Donc allons à la rencontre de ma nouvelle collègue Julie Duhamel pour les nouvelles du secteur du Val-Saint-François. Et allons de l'avant avec l'essentiel. Merci, Éric. Et maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest. La bibliothèque Daniel Ménard poursuit sa saison automnale remplie d'activités culturelles. Le samedi 18 octobre dernier, une vente de livres de cuisine s'est tenue au marché champêtre de Melbourne au profit de la bibliothèque. Le même jour a débuté l'heure du conte, animée par Daniel Bérard, qui reviendra chaque troisième samedi du mois. En décembre, une série d'ateliers littéraires pour des jeunes de 8 à 18 ans permettra d'explorer la poésie, le slam et la bande dessinée, avec notamment Julia Léveillé-Trudel comme première invitée. Enfin, un club de lecture pour adultes offrira 3 rencontres thématiques annuelles, dont la séance d'information qui aura lieu le 23 octobre. Ces activités sont rendues possibles grâce à la Fondation communautaire de Poste Canada et les éclaireurs. Ce dimanche 19 octobre, la 2e édition de la Journée nationale de l'érable sera mise à l'honneur l'or blond du Québec. De 10h à 15h, des érablières de 12 régions ont accueilli le public pour faire découvrir la production du sirop d'érable et le savoir-faire des 13 500 acériculteurs et acéricultrices du Québec. Luc Goulet, président de la PPAQ, a rappelé que l'érable, c'est bien plus qu'un symbole prétendien. Ça représente un patrimoine vivant et une exploitation prisée dans plus de 70 pays. Cette journée a également célébré la passion de 8 400 entreprises acéricoles et a invité les Québécois à remercier leurs producteurs en cuisinant l'érable. La liste des érablières participantes était disponible sur le site Érable d'ici. C'est avec une profonde tristesse que la communauté du Val-Saint-François a appris le décès de Raymond Charbonneau et Michel Théberge, couple visionnaire et pilier du groupe Média régional Val-Ouest. Tous deux ont marqué la région par leur engagement exemplaire au service du bien commun, notamment au Centre d'action bénévole de Valcourt, au club de ski Val Plein Air, à la Maison des jeunes d'initiative et à la télé communautaire TVME. Membres fondateurs du Val-Ouest, ils ont cru en la force d'un média local pour unir la communauté. Leur générosité et leur passion demeurent une source d'inspiration. Leur héritage vivra dans chaque initiative qui nourrit le sentiment d'appartenance régionale. La FADOC Région Estrie, en collaboration avec l'OB, annonce le grand retour du Salon 50+, les 25 et 26 octobre 2025, au centre de foire de Sherbrooke. Ce rendez-vous incontournable offrira plus de 100 kiosques consacrés à la santé, au bien-être, au voyage et aux loisirs. L'entrée et le stationnement seront gratuits. Parmi les conférenciers, Denis Bouchard, Marie-Josée Taillefer, Maxime Landry, Dominique Arpin et Geneviève O'Glyman. La zone découverte proposera des ateliers interactifs et plusieurs prix totalisant plus de 10 000 $ seront tirés, dont des vélos électriques et un séjour à l'entourage sur le lac. Offert à tous les âges, le salon promet 2 jours inspirants de rencontres, d'apprentissage et de plaisir. Le Centre d'aide aux entreprises du Val-Saint-François lance la première cohorte d'agilité stratégique, un programme novateur conçu pour aider 9 entrepreneurs à transformer les défis économiques actuels en levier de croissance. Animé par le stratège Alexandre Vézina, cette formation combine ateliers pratiques et accompagnement individuel pour améliorer la flexibilité, la performance et la résilience des entreprises locales. Les participants bénéficient aussi d'un profil MPO, un outil favorisant la connaissance de soi et la prise de décision éclairée. Soutenue financièrement par le CAE, cette initiative va renforcer l'innovation et la pérennité des entreprises du territoire, tout en stimulant la vitalité économique régionale et la création d'emplois durables. La députée de Shefford, Andréane Larouche, a dévoilé les priorités du Bloc québécois en prévision du budget fédéral que présentera le gouvernement Carney le 4 novembre. Elle déplore les concessions répétées d'Ottawa envers Washington, l'abandon de la taxe sur les géants numériques et l'absence de mesures pour protéger le modèle québécois de la gestion de l'offre. Face à la crise économique et sociale, le Bloc propose 6 mesures phares. Hausse de la pension dès 65 ans, remboursement des 814 millions exclus de la taxe carbone, prêts sans intérêt aux premiers acheteurs,
transfert dédié plutôt au logement social, nouveau programme d'infrastructure sans condition et bonification du transfert canadien en santé. Selon Mme Larouche, ces mesures donneraient enfin au Québec des moyens de répondre à ses priorités. Environ 100 citoyens ont pris part à une consultation publique sur le projet domiciliaire Laurier du Parc, à Racine. Ce plan d'aménagement élaboré par la firme L'Atelier Urbain vise la création d'un nouveau quartier résidentiel sur 25 hectares à l'entrée du village. Destiné à répondre à la pénurie de logements, le projet inclut des maisons jumelées, multilogements, commerces répartis sur plusieurs phases. Malgré l'objectif de favoriser l'abordabilité et la vitalité du milieu, plusieurs citoyens craignent du développement trop intense, des impacts financiers et une perte d'identité villageoise. Le conseil municipal, par la voix du maire Mario Côté et du conseiller Michel Bergeron, a promis d'écouter la population et d'apporter des ajustements avant toute adoption finale du projet d'urbanisme. Le député de Richmond, André Bachand, a confirmé un financement de 498 750 $ pour le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Richmond dans le cadre du programme Créneau Carrefour Jeunesse. Ce soutien, inclus dans un investissement provincial de 55,5 millions sur 3 ans, vise à appuyer les initiatives régionales favorisant la persévérance scolaire, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes de 15 à 35 ans. Fondée il y a plus de 40 ans, la Maison des jeunes L'Initiative de Valcourt demeure un pilier du milieu rural québécois. Lors d'un 5 à 7 soulignant son engagement, élus et partenaires ont salué le travail de l'équipe dirigée par Laurent Parent et Chantal David en poste depuis 35 ans. En 2024, 277 jeunes, dont 174 réguliers, ont fréquenté cet espace de socialisation favorisant l'autonomie, le respect et la participation citoyenne. L'organisme, appuyé par de nombreux donateurs, poursuit sa mission avec créativité et dynamisme. Les élus Andréane Larouche, André Bachand et Pierre Tétrault ont souligné l'importance de ce lieu unique pour la communauté. L'initiative accueille des jeunes de Valcourt et des environs, offrant activités, soutien, inspiration au quotidien. Le pays de l'Ardoise, qui regroupe Richmond, Melbourne, Kingsbury, Cleveland et Alverton, dresse un bilan positif de sa première programmation touristique citoyenne. Réalisée avec Tourisme Canton de l'Est, cette initiative a permis la création de 10 activités conçues par des citoyens et organismes locaux. Interprétation d'une murale, conférences sur l'histoire de la brique, rallye celtique, croquis urbains, slam et poésie ont animé la région tout l'été. Selon Raymond Brossard, président de la Corporation du Pays de l'Ardoise, le projet a mis en valeur la créativité locale et favorisé l'embauche de 3 jeunes au bureau touristique. Bien que la reconduction du projet ne soit pas encore confirmée, l'organisme planifie déjà la saison 2026 et recherche de nouveaux administrateurs pour assurer sa relève et poursuivre sa mission communautaire. Alors, c'était tout pour le Val-Ouest. À ton tour, Éric. Merci. Merci beaucoup, Julie. Donc, maintenant, pour les nouvelles de la Montérégie. Lockout chez Beaulieu Canada. Après avoir déclenché une grève d'une journée, les employés de Beaulieu Canada à Actonville ont subi la réponse de l'employeur. La direction générale de l'entreprise a déclaré un lockout illimité à moins de 48 heures de l'action de grâce. Un geste qui a été d'ailleurs dénoncé par les employés et le syndicat. Mercredi, le 15 octobre, marquait le premier anniversaire du début des pourparlers entre l'entreprise et ses employés qui sont sans convention depuis le 13 décembre 2023. L'entreprise a enfin déposé une offre au syndicat des travailleurs de service et à ses employés lors d'une rencontre jeudi le 16 octobre. Dans un communiqué, Beaulieu Canada souligne qu'elle est consciente des impacts que le lockout peut avoir sur ses employés et se dit motivée à régler le litige le plus rapidement possible. Le syndicat et les employés sont en train d'étudier l'offre de l'employeur. La Sûreté du Québec demande l'aide à la population pour localiser Mathéa Dubreuil, 15 ans, originaire de Mirabel, qui a été aperçue pour la dernière fois à Saint-Hyacinthe le 25 juillet dernier. Mathéa est une adolescente de 5 pieds 5 pouces, 180 livres, aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Elle pourrait se trouver dans la région de Saint-Hyacinthe, Mirabel, Montréal, Niagara ou même Toronto. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.
Toute personne qui apercevrait Mathéa Dubreuil est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être transmise confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sécurité du Québec au 1-800-659-4264. La fermeture de la rue Saint-Éphrem à Upton se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain. La rue est complètement fermée à la circulation depuis plusieurs jours pour des travaux de remplacement d'infrastructures. Le détour en place se fait via la route Joubert, le rang du Carré et la rue Lannoy. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable conseille aux citoyens de prévoir leur déplacement. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.quebec511.info. Il aura lieu prochainement la première édition de la Nuit des sans-abri à Actonville. L'événement se déroule de 16 à 19 h au parc Roger-Labrec. L'organisme Intersection de la MRC d'Acton organise cette première édition valoise. Il s'agit de la 56e édition de cet événement de sensibilisation à travers le Québec. Les discussions entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'entreprise Isatis Sport évoluent, selon le maire André Bourgard. Le conseiller municipal David-Olivier Huard avait dénoncé le piètre état du complexe dans les dernières semaines, alors que la Ville de Saint-Hyacinthe dépense des montants importants pour louer les infrastructures de l'entreprise privée pour le hockey mineur de la région mascoutaine. La Ville avait brandi la menace de ne pas payer les prochains montants à l'entreprise privée, qui a une obligation contractuelle auprès de Saint-Hyacinthe de maintenir les installations en bon état. Les deux parties en sont encore au début d'une entente de 60 ans signée en 2013. Le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe a procédé à l'inauguration des améliorations de l'école primaire Bois-Joli-Sacré-Cœur la semaine dernière. Le projet d'agrandissement et d'amélioration avait débuté en 2021 grâce notamment à un investissement de 33,9 millions du ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2021-2031. L'agrandissement comprend une aile moderne de 2 étages reliée à l'immeuble Bois-Joli qui accueille 15 nouveaux locaux de classe lumineux, dont un gymnase double, ainsi que d'autres améliorations d'importance. L'inauguration s'est faite en présence de Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, qui représentait le ministère de l'Éducation pour cet événement. Les analyses ont été menées sur des plans d'eau québécois et dévoilées par l'organisme Vigilance OGM. Les niveaux de pesticides dans les plans d'eau à Saint-Hyacinthe sont 20 fois plus élevés que la moyenne de qualité de l'eau potable européenne. L'organisme dénonce que ces résultats prouvent que les mécanismes de surveillance au Québec sont déficients. Le glyphosate est l'élément visé dans les échantillons et représente 44 des pesticides vendus au Québec en milieu agricole. L'organisme Ressources Femmes marchera à Actonville vendredi pour soutenir le droit des femmes. La marche a lieu de 10 h à 11h30 et s'arrêtera au parc Roger-Labrec, où un artiste local se produira sur scène extérieure pendant l'événement. L'événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. La MRC d'Acton a dénoncé plusieurs actes de vandalisme sur la piste cyclable La Campagnarde dans les dernières semaines. 3 barrières d'accès ont notamment été brisées sur la piste cyclable sur le territoire de canton de Roxton et de Roxton Falls. La MRC d'Acton rappelle qu'il est strictement interdit de circuler sur la piste cyclable avec un véhicule motorisé ou à cheval. La seule exception concerne la circulation des responsables de l'entretien et des services d'urgence. La MRC d'Acton invite tout citoyen ayant de l'information sur ces actes de vandalisme à contacter le 450-548-5790. Un incendie forestier s'est déclaré à Saint-Théodore d'Acton en fin de soirée dimanche le 19 octobre. Les pompiers ont été appelés vers 23h15 pour un incendie dans le secteur du 7e rang. Les services d'incendie d'Actonville, de Durham-Sud et d'Upton ont été dépêchés sur place. Les pompiers ont dû faire face à des vents soutenus pendant plusieurs heures, ce qui a compliqué l'opération. Aux dernières nouvelles, les services incendies sont toujours sur place et l'étendue du brasier n'a pas encore été dévoilée. L'Union des producteurs agricoles du Centre du Québec appelle à la collaboration des municipalités et des citoyens pour une cohabitation plus harmonieuse en milieu rural. Les agriculteurs du secteur ont constaté une augmentation des vols de produits agricoles et du vandalisme causé par des véhicules sur plusieurs terrains de la région. M. Pierre Gauthier, producteur agricole et président du syndicat de l'UPA de Drummond,
a effectué une sortie dans les médias pour dénoncer cette tendance qu'il qualifie d'inacceptable. Le communiqué de l'UPA aborde également le partage de la route avec les véhicules agricoles, alors qu'un rapport de la SAC fait état de 1870 accidents de la route en 2024 impliquant un véhicule routier et un véhicule agricole. L'Union des producteurs agricoles rappelle dans ce communiqué l'importance vitale des milieux agricoles dans les régions rurales du Québec. Après la récente annonce concernant le retour du service de protection d'incendie de proximité, la mairesse de Wickham, Luce Dano, a tenu un point de presse devant la caserne municipale qui retrouvera une présence permanente sous peu. En février 2023, la municipalité avait perdu sa brigade de pompiers, suscitant une vive réaction dans la communauté. Dès juin, la mairesse s'est engagée à rétablir ce service essentiel grâce à la collaboration du service d'incendie de Saint-Nazaire-d'Actine, du service de prévention de Drummondville et de 30 entreprises régionales. Wickham a pu officialiser la réouverture de la caserne le 26 octobre prochain. La nouvelle brigade sera composée de pompiers résidents ou travaillant dans la municipalité, assurant ainsi un service de proximité et une meilleure réactivité lors des interventions. Et maintenant pour les sports et événements. Les voltigeurs de Drummondville ont retrouvé le chemin de la victoire lundi le 13 octobre, après avoir échappé une avance de 2 buts en troisième période face aux Dracars de Bécomo. Les hommes de Sylvain Favreau ont eu une semaine remplie de défis et lundi n'a pas fait exception. Après s'être fait refuser un troisième but, la formation drummondvilloise a accordé 2 buts à l'adversaire et s'est retrouvée en prolongation. Il s'agit d'un troisième match consécutif où les voltigeurs laissent filer une avance en fin de rencontre. Les Rouges ont toutefois réussi à se sortir d'une mauvaise séquence grâce à un but de Maxime Lafont en temps supplémentaire pour une victoire de 4-3. Ils ont ensuite disposé des Eagles du Cap-Breton 4-1 dimanche le 19 octobre. Les Eagles n'avaient pas subi de défaite en temps réglementaire à Drummondville depuis plus de 5 ans. Matteo Rotondi et Trent Gates ont alimenté leurs coéquipiers avec 2 mentions d'aide, tandis que Renaud Poulain a marqué 2 fois pour diriger les Rouges vers la victoire. Jan Laris a terminé l'après-midi avec un gain de 25 arrêts sur 26 tirs. Malgré la victoire, l'entraîneur Sylvain Favreau a souligné une baisse de régime en deuxième période qui aurait pu coûter cher. Satisfait du résultat, néanmoins, les dirigeants de la formation de Drummondvilloise ont rappelé l'importance du processus et de la constance tout au long du match. Les voltigeurs entament un voyage de 5 matchs sur la route dès vendredi 19h dans une rencontre présentée sur les ondes de Radio-Actine face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Et soit dit en passant, l'ancien des voltigeurs, Jacob Dion, a officiellement disputé son premier match en carrière dans la Ligue américaine la semaine dernière avec le Rocket de Laval. C'est un accomplissement de marque pour le natif de Sherbrooke qui n'a jamais été repêché dans la LNH. L'attaquant de 23 ans vient tout juste de terminer sa carrière universitaire avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Dion appartient au Lions de Trois-Rivières et a été rappelé par le Rocket pour débuter la saison à Laval. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont nommé Thomas Després, joueur du mois de la formation mascoutaine. L'attaquant originaire de Saint-Basile-le-Grand a récolté 5 points depuis le début de la saison, dont 3 lors de ses 3 derniers matchs. Le bataillon de Saint-Hyacinthe a complété une remontée historique vendredi le 10 octobre face au National de Québec. La formation de la capitale nationale menait 5-0 après seulement 5 minutes et 30 secondes de jeu au stade LP Gaucher. L'équipe de Dominique Lapensée n'a pas baissé les bras, et dans une bataille sans relâche avec Québec, les 2 équipes ont terminé le temps réglementaire à égalité 8-8. C'est Zachary Gravel qui a conclu la soirée de rêve avec la formation mascoutaine en inscrivant le but de la victoire en prolongation. Philippe Sanchez a récolté la première étoile du match et de la semaine dans la LNAH grâce à un tour de chapeau. Il s'agit donc du premier gain de la saison pour Saint-Hyacinthe qui retournera sur la glace face à la même équipe, le National de Québec, vendredi au complexe de l'Ancienne Lorette dès 19h30. Ils ont également complété une transaction majeure dimanche le 19 octobre pour mettre la main sur le défenseur Loïc Léveillé, en provenance des Pétroliers de Laval. Dans l'échange, la formation mascoutaine obtient également les services de Danick Calgaro, tandis que les Pétroliers font l'acquisition du dur à cuire David Lacroix et du défenseur Marc-Olivier Crevier-Morin.
Le bataillon a souligné la difficulté de se départir de Crevier-Morin, mais se dit très heureux de l'arrivée de Loïc Léveillé, qui viendra ajouter de l'offensive à l'équipe de Saint-Hyacinthe. Le bataillon sera en action vendredi le 24 sur la route face à l'Assurantia des Thetford Mines sur le coup de 20 heures. Le monde du baseball québécois est en deuil aujourd'hui suite au décès d'un pionnier dans le monde du baseball, Roger Bourgeois. Celui qui était surnommé Doune a été impliqué dans pratiquement tous les niveaux de baseball au Québec. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local, régional et au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Radio Actine, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et enfin, CFNJ, la station de radio de la région de Lanaudière, dont la mission principale est l'information régionale. Et maintenant, pour les informations de Lanaudière, fournies par notre nouveau collaborateur, nul autre que la radio CFNJ. Tourisme Lanaudière a présenté une analyse sur la valeur économique, sociale et environnementale des paysages touristiques de la région. Réalisée entre février 2024 et mai 2025, cette étude, menée en collaboration avec plusieurs partenaires régionaux, s'inscrit dans le cadre du plan Montagne de Lanaudière. L'objectif est de favoriser un développement territorial durable et respectueux des réalités locales. La démarche, fondée sur des consultations auprès des acteurs du territoire, met en lumière les défis que pose la pression du développement, les changements climatiques et l'acceptabilité sociale. En intégrant la valeur des paysages dans la planification et la prise de décision, le projet positionne Lanaudière comme un chef de file en aménagement touristique durable et en gestion responsable du territoire. Le ministère des Transports du Québec entreprendra au printemps une série de travaux sur une trentaine de ponceaux jugés vétustes entre Lavaltrie et Saint-Barthélemy, dont plusieurs obtenant un code de D ou de E, les plus basses du système d'évaluation. Ces interventions visent à assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures. D'autres chantiers plus importants sont également en préparation pour les ponceaux en fin de vie, notamment sur un tronçon de 10 km sur l'autoroute 40 où l'on retrouve 33 ponceaux à remplacer. À Lanoret, 17 ponceaux ont reçu la cote E, tandis qu'à Saint-Geneviève-de-Berthier, 8 sont dans le même état. Le MTQ a d'ailleurs récemment dû fermer une voie pour réparer 2 ponceaux nécessitant une intervention urgente. La Société des traversiers rappelle que le temps d'attente à la traverse de Saint-Ignace-de-Loyola-Sorel-Tracy est plus long qu'à l'habitude. Le service est assuré par un seul navire, et ce jusqu'à la mi-novembre. Il arrive même parfois que l'horaire des départs ne soit pas respecté. La police de Repentigny enquête sur une série de vols dits par distraction, visant principalement des personnes aînées dans les stationnements et sur la voie publique. Le stratagème consiste à aborder la victime sous prétexte de lui faire essayer ou offrir un bijou sans valeur. Pendant que l'un des suspects fixe le bijou, l'autre en profite pour dérober les véritables bijoux de la victime. D'autres variantes du même procédé ont été observées, notamment la vente de bijoux par un faux vendeur itinérant qui amorce la conversation avec une question banale avant d'offrir un cadeau. Dans tous les cas, le but demeure de détourner l'attention pour s'emparer discrètement des biens des victimes. Pour une troisième année consécutive, la Ville de Saint-Charles-Borromée invite ses citoyens à participer à la Grande Secousse du Québec, jeudi de 10 à 16 heures. Cet exercice provincial vise à préparer la population au séisme en pratiquant des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Chaque année, environ une centaine de secousses sont enregistrées au Québec, rappelant l'importance de bien réagir en cas d'urgence. En septembre 2024, un séisme de magnitude 4,6 a été ressenti jusqu'au Grand Joliette, démontrant que personne n'est à l'abri. La Ville encourage ses résidents à se renseigner sur les mesures à adopter en cas de tremblement de terre en visitant le site grandesecousse.org. 2 adolescents devront éventuellement faire face à la justice en lien avec une invasion de domicile survenue mercredi le 15 octobre sur la rue Claudel à Mascouche.
Les suspects seraient entrés par effraction dans la maison avant de se livrer à des voies de fait sur les résidents. Les 2 suspects étaient armés de bâtons télescopiques. Les résidents n'ont heureusement subi que des blessures mineures. L'enquête a permis l'arrestation des 2 jeunes hommes dans les heures qui ont suivi, et l'enquête est toujours en cours pour tenter d'expliquer les circonstances et les motifs derrière cette agression. Les suspects ont été libérés sur promesse de comparaître. Sous la pression d'un tarif de 45 %, la scierie de Saint-Michel-des-Saints prolonge la suspension de ses activités de sciage et de rabotage. L'entreprise attend l'octroi du programme fédéral d'aide aux droits compensatoires indispensable à la relance de la production. Dès que les subsides seront versés, la reprise des opérations est prévue pour le 5 janvier 2026. Ce gel des activités illustre l'impact du conflit du bois d'œuvre en cours depuis 2017 entre le Canada et les États-Unis. Considéré comme l'un des différends commerciaux les plus longs de l'histoire, il fragilise tout le secteur forestier canadien. Les acteurs de l'industrie appellent le premier ministre Carney à adopter une position ferme face à Donald Trump. Québec officialise l'implantation du programme de réaffiliation en itinérance et santé mentale dans l'Anaudière afin de mieux répondre à la crise de l'itinérance et aux enjeux de santé mentale. Ce projet offrira 12 lits d'hébergement disponibles en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gérés par la Hutte. Une équipe multidisciplinaire composée d'un psychiatre, d'une infirmière, d'un travailleur social et d'intervenants communautaires assurera l'encadrement clinique et psychosocial. L'initiative vise à offrir un milieu thérapeutique transitoire, sécurisant et bienveillant, permettant aux personnes en situation d'itinérance, vivant avec un trouble mental grave ou une dépendance, d'amorcer un processus de rétablissement et d'intégrer éventuellement un logement stable. Depuis hier, les établissements du réseau public de la santé de 5 régions du Québec ne doivent plus avoir recours aux agences privées de placement de personnel, surtout infirmiers. L'Anaudière est du nombre de ces régions. À la Fédération interprofessionnelle de la santé et des services sociaux, la FIC, on est inquiet. On craint une surcharge de travail et un non-remplacement du personnel. On indique également qu'il y a des corps de travail qui étaient occupés et qui ne le sont plus. La FIC croit que la situation peut conduire à des bris de service. Quelques 200 personnes ont manifesté dimanche pour dénoncer la fermeture du pont de la Rivière-Noire sur la route 347. La structure, endommagée par des inondations, est fermée depuis le 10 juillet et le ministère des Transports étudie son remplacement depuis 2 ans. Le pont relie Saint-Damien à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Les manifestants dénoncent l'inaction du gouvernement dans ce dossier. À Mascouche, des criminels ciblent désormais des concessionnaires automobiles pour les extorquer après avoir visé les bars et les restaurants. Selon le bureau d'enquête, 4 commerces de véhicules d'occasion du boulevard Gascon ont reçu, au début du mois, la visite d'un homme cagoulé exigeant 200 000 $ à chacun en échange de leur protection. Il leur a aussi demandé d'installer l'application cryptée Signal pour communiquer sans être retracé. Un seul concessionnaire aurait accepté, tandis qu'un autre a vu des cocktails Molotov lancés contre son commerce. La Sûreté du Québec a arrêté un jeune homme de 17 ans qui agirait comme messager dans cette affaire d'extorsion organisée. La Fédération québécoise des clubs quad publie une étude démontrant l'importance économique de cette activité au Québec. Le quad génère plus de 625 millions de dollars en retombées annuelles, contribue pour 457 millions au PIB et soutient près de 5 000 emplois à travers la province. Dans l'Anaudière seulement, on estime les retombées de 64 millions par année. La Fédération souligne que les quadistes, qu'ils soient résidents ou touristes, participent activement à l'économie locale en fréquentant restaurants, hôtels, épiceries et stations de service. Ces activités favorisent non seulement le développement économique, mais aussi la vitalité sociale des régions. L'Anaudière compte 5 clubs quad, environ 5 400 membres et un réseau de 1 101 km de sentiers entretenus. Le Centre d'amitié autochtone de l'Anaudière vient de se doter d'une unité mobile éducative. L'inauguration officielle aura lieu lundi de la semaine prochaine et l'équipement est destiné à la transmission des savoirs, à l'apprentissage et à la valorisation des cultures autochtones.
L'unité se déplacera un peu partout dans la région et pourrait même être utilisée, selon nos informations, pour de l'aide aux devoirs auprès d'enfants qui en auraient de besoin. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com et au www.cfnj.net. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.